Hey, c'est Ella pour Intimité Partagée. Je vous fais une petite intro maintenant pour vous présenter la musique que vous entendez en fond en ce moment. Elle s'appelle Zavi, elle est composée par Tom Rosenthal et j'ai demandé à l'artiste son accord pour l'utiliser dans mon projet. Il a accepté et je voulais partager mon bonheur avec vous en vous faisant cette intro et en vous la présentant. Je reparlerai de Tom Rosenthal dans Intimité Partagée, c'est sûr, parce que c'est quelqu'un qui est très important pour moi, pour mon intimité, pour ma construction personnelle et pour tout ce que je fais. Mais pour l'instant, je vous laisse avec Fatima dans cette interview que j'adore pour tous les sujets qu'on aborde, pour le courage de Fatima, pour l'évolution depuis la préparation de l'interview à l'enregistrement, pour ce que ça m'a apporté moi en la montant et en vous la partageant. Bref, j'espère qu'elle pourra vous apporter aussi un petit peu. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec et chez Fatima. Coucou Fatima. Coucou Ella, ça va? Ça va. On va parler de toi pendant longtemps. Il faut être prêt. Yes. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, moi je m'appelle Fatima, j'ai 20 ans, je suis en L3 d'anglais et j'ai connu Ella en prépa, d'où je sors. J'aime lire, écrire, dessiner, les séries, beaucoup de séries. Ok, merci pour cette présentation Fatima. Maintenant, on va parler de ton appartement et de ce que moi j'observe. Alors, du coup, je suis dans un appart du Crous à littéralement 10 mètres de la fac, ce qui est assez ironique. Sur les murs, j'ai des photos de vacances, beaucoup de cartes postales que j'ai ramenées du Maroc de l'an dernier, des cartes postales qu'on m'a envoyées, des images de Ghibli, des photos de drama et surtout des posters. Des posters de BTS. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui sont dans mon placard. Et avant, j'en avais 2 autres énormes que j'ai données parce que ça faisait un petit peu trop. Pour pouvoir mettre des cartes postales du coup. Exactement, pour aérer parce qu'à un moment, c'était étouffant en fait. Ok. Les posters sont magnifiques et du coup, je les ai achetés parce qu'ils étaient magnifiques. Mais ma chambre est un peu trop petite pour que je puisse tous les mettre. Du coup, je suis contente de les avoir fait adopter. Par des belles personnes en plus, donc ça va. Par une très bonne personne qui en prendra très très soin et qui est très très contente de les avoir. Donc, Big up à elle, hein, elle se reconnaîtra. Ok, donc ça, ces posters, c'est et des posters de BTS. BTS. Yes. Alors attends, d'abord tu as dit quelque chose que j'aimerais relever. Pourquoi tu dis que c'est ironique que tu sois littéralement à 5 minutes de la fac? Alors non, c'est pas ironique que je voulais dire. C'est limite du foutage de gueule que je sois aussi près alors que je sais qu'il y a des gens qui en font beaucoup de trajets pour venir à la fac. C'est-à-dire que le matin, j'ai juste à me lever une demi-heure avant les cours et j'arrive quand même à être en retard. Donc je suis une honte à la société, je suis désolée. Le mea culpa de Fatima en direct. Je devrais arriver à l'heure, mais... Le lit, le sommeil. Non mais en vrai, c'est trop bien. Du coup, toute l'année, j'ai fait des nuits de 8 à 9 heures. Oh wow. Il le dit. Non mais je te comprends, je pense que si j'habitais ici, je serais quand même 10 minutes en retard. Parce que il y a toujours moyen. Toujours, c'est une horreur. Hein. J'essaie d'arriver à l'heure, mais... Un jour peut-être, on ira dans un camp pour apprendre à être à l'heure. Non, n'inventons pas ce concept. J'annule. C'est vicieux. Ok, revenons sur BTS. Donc, des posters de BTS. Donc, tu es passionnée de BTS, on peut, je pense, l'affirmer. Très clairement, oui. Même si je le nie, enfin, quand on parle, je peux dire que j'aime la K-pop, je mentionne que j'aime BTS, mais je reviens très vite aux autres groupes parce que, en général, les gens qui aiment BTS, qui n'aiment que BTS, j'ai d'assez mauvais souvenirs avec ces personnes-là. Du coup, je mentionne que, au passage, j'aime BTS et tous les autres groupes avec. Okay. Mais quand on voit ma chambre, c'est assez unique. C'est pas ma faute, ils font les posters les plus beaux. Oui, c'est légitime. Mais attends, du coup, tu dis que tu as rencontré des personnes
qui était exclusivement fan de BTS et du coup toi tu veux pas te présenter comme exclusivement fan de BTS pour pas t'identifier à ces personnes. Oui. Mais en quoi elles étaient potentiellement chiantes? Un terme qui me revient pas, mais qui en gros en général c'est des personnes qui ont découvert la K-pop par BTS, qui ne connaissent la K-pop que par BTS et qui pensent que c'est le seul groupe qui existe et qui fait les meilleures choses et qu'il n'y a que qui compte, etc. etc. Et en tant que personne qui n'a pas commencé la K-pop par BTS, c'est un truc qui m'agace parce qu'elles ont tendance à oublier ou laisser de côté, mettre de côté et à dégrader. Tu peux parler anglais. Les mots me reviennent pas du tout. Mais en gros, à rabaisser tous les achievements et les succès des autres, ce qui est pas bien. Ok, donc c'est plus un côté de ayez une ouverture d'esprit aux autres s'il vous plaît aussi. Voilà, respecter ce que les autres ont fait. Ouais, voilà, le respect. Ok. Est-ce que... non, déjà, depuis quand tu es passionnée de BTS? Est-ce que tu saurais dire pourquoi BTS ou la K-pop? On va élargir à la K-pop plutôt. Depuis quand tu es passionnée de la K-pop et pourquoi? J'ai connu la K-pop de l'été de la 3e à la seconde. Ouais. Donc déjà, il y a eu cette transition-là. Et j'ai connu la K-pop pas en tant que K-pop. Enfin, j'avais entendu des chansons de K-pop par Psy au moment où la chanson de Psy était très très connue en France. J'en avais écouté, mais j'avais pas du tout aimé. C'était de la bubblegum pop, du truc tout rose qui me faisait penser à la J-pop et pas trop mon truc. Et alors, cet été-là, je cherchais des fictions à lire parce que j'étais en rad. Je ne trouvais pas de bonnes je lisais que des fictions d'animé à l'époque. Je trouvais pas de bonnes fictions et je suis tombée sur ce blog qui écrivait des fictions sur des Asiates que je n'avais jamais vues et qui avaient des noms beaucoup trop bizarres. Je ne comprenais pas. Mais les fictions n'étaient pas mauvaises. Du coup, j'en ai lu une, mais les prénoms me perturbaient beaucoup trop. Et déjà, il m'a fallu un temps pour comprendre que ce n'étaient pas des acteurs, mais des chanteurs. Ouais. Après, quand j'ai capté que c'était des chanteurs, je suis allée écouter les musiques et j'ai pas du tout aimé. Mais vraiment pas du tout. C'était de l'EDM, électro, hardcore, bizarre. J'ai pas aimé. Mais je suis restée sur le blog et je voyais en fait les gens en parler de cette musique, de ces chanteurs et les aimer vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment voulu essayer de comprendre pourquoi. Juste pourquoi est-ce que ces gens aiment cette musique tant que ça. Du coup, j'ai réécouté les musiques, j'en ai écouté d'autres. Et au fur et à mesure, je commençais à apprécier. Ça, c'était pour la K-pop. Ok. Et BTS, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était par une dispute. Parce que ils avaient sorti une chanson à peu près en même temps qu'un chanteur que moi j'aimais. Ils avaient une chanson du même prénom. Du coup, dans les commentaires YouTube, ça s'engueulait pour savoir laquelle était la meilleure. Moi, j'ai aimé Danger de Taemin. Et du coup, je suis allée écouter Danger de BTS. J'ai pas particulièrement aimé la chanson, mais j'étais bon, ok. Et après, j'ai rencontré une personne qui, elle, était fan de BTS, qui m'a fait réécouter, qui m'a fait regarder des vidéos. Et là, oui, on peut dire que je suis tombée dans le trou. Le trou de la fandom. Ah là 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 là. Mais du coup, attends, pour faire un petit point, parce que du coup, tu es rentrée dans la K-pop par les fictions. Je fais un petit point, ce qu'est les fictions pour mes auditeurs qui n'auraient pas trop l'habitude. Mes auditeurs, j'adore me prendre pour quelqu'un de très écouté. En fait, quand Fatima parle de fiction, elle parle des fanfictions, qui sont du coup des écrits faits par des gens random qui veulent écrire. Exactement. Sur des sites exprès. Et qui prennent pour sujet d'écriture des films, des fandoms en général. Oui, qui prennent n'importe quelle personne. À base, j'étais dans les fictions d'animé et ça fait un peu sens parce que tu prends une histoire, des personnages de manga, tu refais ta propre histoire, tu leur fais des rencontres amoureuses, tu crées toutes les relations que tu veux. Pour la K-pop, là où c'était avec des gens, des vraies personnes, c'était un petit peu plus bizarre au début, mais maintenant ça me dérange plus du tout. Ok, merci d'avoir éclairci ça. Ok.
Est-ce que tu saurais dire ce que la K-pop t'apporte, même ce qu'elle t'a apporté par le passé, ce qu'elle t'apporte maintenant, s'il y a des changements ou s'il y a quelque chose aussi qui est resté tout le long, toi personnellement? Hmm. La K-pop, enfin, à la base, je regardais pas du tout ce qui est autour de la K-pop, c'est-à-dire les émissions, les vidéos sur les membres, etc. C'était juste de la musique. Mm. Et ça m'a apporté ce que la musique m'a toujours apporté, c'est-à-dire euh, quelque chose pour me changer les idées, pour me calmer, pour toutes mes humeurs en fait, parce que dans la K-pop, il y a énormément de diversité, il y en a vraiment pour tous les goûts, et moi j'écoute la musique en fonction de mes humeurs. Quand je suis énervée, j'ai besoin d'écouter quelque chose de hardcore. Quand je suis euh, de mauvaise humeur, j'ai besoin d'écouter quelque chose de calme pour me calmer, etc. Et, euh, et dans la K-pop, il y avait vraiment cette diversité. J'en avais pour tous les goûts, pour toutes les humeurs. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis après, évidemment, il y a eu les vidéos, les émissions avec les membres. Tu as l'impression de te faire des amis en fait. Tu fais la connaissance de tous ces chanteurs. Entre guillemets, tu, oui, tu connais leur personnalité, leur goût, ils te font rire, tu rigoles avec eux. Enfin, t'as juste l'impression de te faire des amis. Et c'était chouette. Ouais, c'est trop bien. C'est un truc qui me fascine un peu parce que du coup, ma meilleure amie, qui est aussi ton amie, Sarah Coucou, qui est passionnée de K-pop là depuis quelques mois, donc qui m'en parle beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me fascine, ce truc de... Il y a des liens qui se font vraiment, et dans les deux sens en fait, parce qu'elle m'envoie plein de vidéos où ils vous envoient de la reconnaissance, et à chaque fois je suis en mode c'est vraiment fort, et je trouve ça très beau, j'admire beaucoup. De toute façon la passion, dans tous les cas. C'est ça. Quel est ton rapport du coup à la passion en général, par rapport à la K-pop, mais par rapport aux autres choses? Enfin, il y a aussi un poster d'Harry Potter dans ce joli appartement. Bien grand. Par rapport à Ghibli ou quelque chose comme ça, comment tu définirais ta passion? C'est quelque chose qui me permet de respirer. Parce que, pour remonter la passion du coup à mon amour pour les livres, je dirais que ça se remonte à CM2 6e, quand je suis arrivée en France. Et c'est quelque chose qui m'a permis d'évacuer, d'oublier le monde, d'oublier la vie que je mène, de tout oublier. Et ça permet de respirer tout simplement, de s'aérer la tête. Mais oui, respirer, c'est vraiment le mot qui me vient le mieux à l'esprit, qui définit le mieux ce que ça représente pour moi. Ok. Et respirer de quelque chose qui serait pénible ou juste respirer Que ce soit pénible ou pas en fait. Ok. Même s'il y a rien qui va particulièrement mal, juste, il ne se passe rien de particulier, ça c'est ce qui va m'apporter du bonheur. Ok. Ouh. J'ai la main sur le cœur pour l'audio guide. Ah oui, j'avais une question pour revenir à la K-pop qui était que je sais que pendant un moment, et ça doit être encore le cas pour les nouvelles personnes que tu rencontres, tu avais du mal à parler de la K-pop et à partager autour de ça de suite. Et je crois que tu m'avais dit une fois que c'était parce que tu n'avais pas envie d'être blessée si la personne était fermée d'esprit par rapport à ça. Est-ce que tu as déjà vécu des situations de rejet par rapport à la K-pop ou pas? Rejet, oui, même dans la forme la plus simple en fait, quand les gens connaissent pas ou alors en ont une idée très vague, je sais pas si c'est moi qui le ressens ou si je me l'imagine parce que c'est quelque chose que j'ai vécu plein de fois, mais en général c'est du mépris qui en ressort et j'ai pas très envie que ce soit méprisé, du coup quitte à rester secrète, je préfère ne pas en parler. Ouais. Et garder ça pour moi en fait. Ne pas prendre le risque de... Je prends pas de risque, c'est ça. Ok. Est-ce que tu t'expliquerais d'une certaine façon la sorte d'intolérance, ce mépris qu'il peut y avoir ici en France particulièrement peut-être?
Est-ce que c'est dû à la France en particulier? Je ne sais pas. Je saurais vraiment pas comment l'expliquer. C'est... Je sais même pas d'où les gens en fait ont une image de la K-pop, surtout qu'en général ils n'en ont jamais entendu parler, ils ne savent pas vraiment à quoi ça ressemble. C'est vraiment une réaction instinctive que j'ai jamais compris. Ouais, Qui... juste un peu, c'est bizarre, je connais pas, donc... Wow, ouais, ok. Enfin, c'est considéré comme une sous-catégorie, une sous-sous-sous-catégorie, et enfin, c'est blessant de penser que des gens pensent ça de quelque chose que t'aimes. Ouais, ouais, évidemment. Alors que, petit tips de tolérance, je connaissais pas du tout la K-pop avant vous, enfin du coup avant toi d'abord, parce que c'est toi d'abord qui m'en a parlé. Et en fait, il suffit juste de se remettre en question 2 secondes et de se dire pourquoi je rejetterais quelque chose que je ne connais pas en fait. Et après, tu te dis ah, il n'y a pas de raison, donc du coup, je vais être ouverte. Super. Et là, on est des meilleures personnes. Surtout que, autre petit tips, la K-pop, il y a vraiment beaucoup de styles dedans. Et moi, je suis en train d'y rentrer par le rap. Parce que j'adore le rap et que le rap en K-pop, oh my god, est de très très bonne qualité. Donc voilà, c'est juste un petit tips en mode... Petite publicité. Ouvrez-vous l'esprit. Enfin, c'est un truc d'intimité aussi parce que faut aussi, je pense, questionner nos schémas et questionner nos réflexes de rejet parce que ça révèle plus de trucs sur nous et sur notre culture, je pense, que sur l'objet de ce qu'on rejette. Donc voilà, Nice. petit tips de bonne humeur. Tu parlais de partage par rapport à ça. Tu partageais avec qui essentiellement ces passions? Du coup, j'ai rencontré une personne qui aimait déjà. Donc j'ai pas eu ce problème de mépris ou quoi. On n'aimait pas les mêmes groupes. Mais du coup, on s'est fait découvrir des choses. Et il y a vraiment une amitié qui s'est développée autour de ça. Comme à peu près 90% de mes amitiés. J'adore. Et il y a ça aussi par rapport à la K-pop. Ça crée vraiment des liens. Mais à un point où je me demande encore comment c'est possible. C'est à partir du moment où on a ça en commun, enfin, quand c'est dans un cadre de rencontre, par exemple, de fans de K-pop, ça marche moins parce qu'on est là en tant que fan de K-pop, donc c'est un non-dit, c'est une évidence. Mais quand tu rencontres quelqu'un dans un cadre de tous les jours qui connaît ça et qui aime, enfin, il y a tout de suite un lien qui se crée immédiatement, t'as pas grand-chose à faire. Et ouais, je me suis fait vraiment beaucoup d'amis grâce à ça. Je me suis fait des amis grâce à ça. Et j'ai aussi introduit des amis à ça. Et oui, ça crée des liens, quoi. C'est un partage immense en fait. Parce que c'est toute une culture que tu partages avec Parce quelqu'un. que ouais, c'est pas que de la musique en fait que tu partages. Tu commences avec de la musique, puis après tu envoies des photos, puis après tu envoies des gifs, puis après tu envoies des vidéos, après des concerts entiers. Et après tu vas au concert avec. Exactement. C'est un accomplissement de fou. Ok. Mince, j'ai pas de transition. Attends, tes passions, partagées. Ah, j'ai pas envie de faire une transition superficielle. Est-ce que tu penses que t'as d'autres choses que t'aurais envie de rajouter sur ça, en particulier ou pas, avant qu'on passe à autre chose? Yes. Ouais. Bon, après, on pourra en reparler si ça a un impact, mais... Non, on est ok. Alors, tu mentionnais dans ta présentation que tu avais fait 2 ans de prépa. Et on s'est connus là-bas d'ailleurs. Comment t'as survécu à la prépa? Toi, personnellement, dans ces 2 années? Alors, ai-je survécu à la prépa? Oui, tu es là. La prépa. C'était bien, n'est-ce pas? Non, comment j'ai survécu grâce à ce que je disais tout à l'heure, ce qui me permet de respirer, c'est-à-dire les séries, et en particulier les dramas. Je me suis rendu compte en Cagne qu'en Hippocagne, j'avais regardé un nombre incalculable de dramas. Dans le genre, je crois que les dramas, c'est des séries coréennes de à peu près 16 épisodes en général, et 16 épisodes de 1 heure par contre.
Et en hypo, en un an, je crois que j'ai regardé 25 dramas. Oh, waouh. 25 séries de 16 épisodes d'une heure. Et ouais, parce que du coup, quand je vais pas bien, entre guillemets, quand j'ai besoin de me vider la tête parce qu'il se passe trop de trucs autour de moi, je regarde les dramas. Et je pense que la quantité d'un côté explique, ou se prouve par la quantité de mon besoin de fuir de l'autre côté. Donc voilà. Est-ce que c'était clair? Je ne pense pas, mais c'est pas grave. Si, genre le fait que t'aies regardé autant, ça prouve que t'en avais vraiment besoin et que du coup la réalité de la prépa, fallait s'en aller le plus possible, quoi. Mais après, j'ai pas très très mal vécu l'hypo, je sais pas pourquoi, j'avais très peu de souvenirs. Ouais. Ouais, c'est trop bizarre. Genre la canne, je m'en souviens très très clairement, mais l'hypo pas trop, parce que nouvel environnement, nouvelles personnes, rencontrer des gens, se faire des amis. Oh, la peste de ma vie. Pourquoi? Je trouve ça très 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 difficile de me faire des amis. Genre, je suis assez très introvertie. J'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. J'adore quand les gens viennent vers moi, il n'y a aucun souci, je les accueille à bras ouverts. Je suis trop contente quand ils font ça parce qu'ils m'évitent un truc qui me paralyse et que je n'arrive pas à faire. Aller vers des personnes, commencer une conversation, j'y arrive pas. Et du coup, en hypo, je suis vraiment arrivée avec la perspective, je n'ai absolument pas envie de me faire des amis. J'ai déjà les miens au lycée, la flemme. Après, j'ai rencontré des gens super et tant mieux, parce que des gens sont venus vers moi. On pense à... Merci à la personne qui s'est assise à côté de moi dans le bus le premier jour. Big up à elle. Yes. Et du coup, elle a commencé à parler à d'autres personnes, du coup, je me suis incrustée plus naturellement. Mais c'est vraiment un truc que j'ai du mal à faire toute seule. Ok. Et est-ce que ça t'handicape ou pas? Ou tu vis bien avec ça? Je le vis bien, mais c'est pas évident tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, à partir du moment où on me demande pas de faire des travaux de groupe, ouais, ça va. Et je vis assez bien la solitude, c'est pas un truc qui me dérange trop. Surtout qu'en hypo, j'étais encore très 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 proche avec mes amis de lycée, qui étaient encore au lycée, et avec qui je parlais tout le temps par message, etc. Du coup, ça allait. Je me sentais pas du tout seule. Et cette année, par exemple, où je suis arrivée en L3, du coup en milieu de cycle, si ce n'avait pas été pour une personne que je connaissais de la prépa qui s'est retrouvée dans la même classe que moi, je pense que j'aurais été vraiment très très seule. Parce que les groupes étaient déjà formés. C'est pas des gens qui sont aussi très très ouverts au nouveau, on va dire ça comme ça. Et du coup, ouais, ça aurait été compliqué. C'est vrai que, je pense que tu es d'accord avec moi sur ça, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens en prépa que de les rencontrer à la fac. Oh oui. Pour ce qui peut paraître paradoxal, mais tout le monde parle à tout le monde en prépa. Enfin, tu trouves rapidement des gens avec qui tu vas t'entendre, avec qui tu vas être ami. Quand il y a des gens nouveaux qui arrivent, en général, il y a tout le temps des gens qui vont leur parler et tout. À la fac, il y a plus ce truc de... nous, on a nos potes. C'est ça. Fais ta vie, on est beaucoup, quoi. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est le truc de prépa, t'es dans un lycée, t'es dans des classes, et fac, il y a beaucoup de gens qui sont brassés. C'est beaucoup des moments libres. Donc il y a un peu un truc paradoxal de l'image de la prépa compétitive et tout, t'y es pas forcément pour te faire des amis. Oh oui, c'est vrai. Alors que pas du tout. Ouais, j'ai rencontré que des gens super en prépa. Les gens en prépa, c'est des gens cool. Oui. Bonjour. Mais merde, attends, j'avais une question en tête. Oui, du coup, tu disais que l'hypocane, tu l'avais quand même plutôt bien vécu, mais c'est la canne du coup qui a été beaucoup plus dure pour toi. Est-ce que tu saurais dire pourquoi la canne a été plus dure? Je pense que j'ai en hypo, j'ai pas chopé le truc de travail
qu'il aurait fallu que je chope. Du coup, quand je suis arrivée en Cagne, je n'avais absolument aucune envie, aucune force pour travailler, pour me motiver en fait à faire quoi que ce soit. Et du coup, ce manque de motivation s'est accumulé. Et du coup, plus ça allait, moins j'avais envie de faire quoi que ce soit. Et plus je me rendais compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Du coup, ça me donnait encore moins envie de faire quoi que ce soit. Du coup, voilà, c'est des dominos qui tombent les uns après les autres. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'allais en cours, je laissais passer les trucs et je me sentais toujours aussi mal. Ouais. Et les gens autour de toi t'ont aidé à ce moment-là ou pas? Tu t'es un peu enfermée? Ouais, non, quand je suis dans ce genre de situation-là, les gens en général ne le remarquent pas ou alors ont la politesse de ne pas me le faire remarquer parce que j'ai pas envie qu'ils me le fassent remarquer. Ouais. Parce que voilà, c'est des trucs que j'aime gérer toute seule. Parce que ça vient de ce truc où j'intériorise beaucoup. I deal with my own shit. Et ça me dérange en fait de demander de l'aide aux autres. Il y a de ça aussi. Je sais pas demander de l'aide et je n'y arrive pas. Est-ce que ça te fait quand même du bien si les autres t'en apportent ou pas? Ou t'en veux, enfin vraiment ça te sert pas, tu vois? Ou est-ce que c'est que le truc de demander? Ça dépend. Soit j'en ai vraiment besoin et je vais être contente qu'on m'en apporte, même si j'en demande. Soit... en fait, voilà, pour les petits trucs, je préfère m'en débarrasser toute seule. Je préfère gérer ça toute seule. Par contre, si c'est vraiment beaucoup trop gros à porter, trop lourd à porter, là oui, je vais aller en parler et je vais apprécier l'aide. Ok, ouais, autre petit tips. Quand vous avez besoin d'aide, c'est bien de demander. Mais après, je comprends aussi le côté... Mais comme tu sais, je pense que ça va avec le fait d'être introverti et de vraiment... c'est mes problèmes, c'est moi qui deal with. C'est une habitude aussi peut-être, non? C'est une habitude. Oui, c'est ça. Oui, c'est un trait de caractère. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché. On m'a demandé d'échanger, on m'a dit... apprends à demander de l'aide et j'y arrive pas. Donc... Je pense que... quand on a vraiment besoin, tu le fais. Oui. Donc, tu peux aussi te faire confiance, je pense, pour ça. C'est pour ça. Je m'en suis toujours sortie, à peu près. Donc, ouais, grave. Voilà. Si, grave. Ok. Comment tu te sens depuis que t'es sortie de la prépa? Alors... quand je suis sortie de prépa, j'ai travaillé cet été. J'ai travaillé et après on est allé en vacances. Et en vacances, on est allé un mois au Maroc. Et la première semaine, j'ai pensé être malade. On est allé à la plage. La première semaine à la plage, normalement, c'est la semaine où je m'éclate. Mais en gros, tout ce que j'ai fait pendant une semaine, c'est me lever, manger. On est allé à la plage. Je m'asseyais en fait au bord de l'eau. Je regardais les vagues clapoter. J'avais les pieds dans l'eau et je ne bougeais pas. Ou alors, j'entrais dans l'eau jusqu'à la taille et je m'arrêtais là. J'appréciais la mer. On rentrait, on mangeait, je dormais. On sortait peut-être, on allait en ville, je rentrais, je dormais. On dînait, j'allais me coucher et rebelote pendant une semaine. Au point où ma mère m'a vraiment demandé, mais tu vas bien, ça va aller, qu'est-ce qui t'arrive? Et je pensais que... le premier mois de vacances où j'avais travaillé, je me sentais bien, mais ça allait quoi. Et la première semaine de vacances à la plage, j'ai vraiment cru que je faisais une rechute entre guillemets. J'étais aussi mal que mes premiers mois de prépa. Et en fait non, après cette semaine, on a fait une journée de hiking, de... balade en montagne, c'est yes. Ça ouais. Et je pétais le feu. Et non, en fait, il se trouvait que cette semaine-là, j'ai récupéré 2 ans de fatigue, en fait. Ouais. 2 ans de fatigue qui me sont tombés sur le coin de la gueule parce qu'on n'était pas allé au Maroc depuis 2 ans. Et
Et à partir de là, physiquement, c'est à ce moment-là que j'ai repris. Et mentalement, à ce moment-là, je me suis dit, ok, faut faire quelque chose pour ne pas retomber dans ce dans quoi tu es tombé en cagne. Et c'est passé par me remettre à faire des trucs que j'aimais, que j'ai arrêté de faire, c'est-à-dire lire des livres, dessiner. Je me suis remise à dessiner alors que j'ai pas dessiné depuis la 3e. Waouh. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de dessiner par contre. Genre, j'ai arrêté de dessiner net à l'entrée du lycée. J'ai pas compris. Dessiner, écrire, enfin, faire tous ces trucs toutes ces choses qui me font du bien pour moi, dans un objectif précis, pour ne pas retomber dans la cagne. Dans les 3-4 premiers mois de cagne. Est-ce que tu pourrais mettre le mot dépression sur ce que tu as vécu dans cette période? Ouais, donc c'est un peu... J'ai vécu ce que c'est d'être en dépression, ou en gros état dépressif longue durée. Donc ouais, en dépression, on peut dire des mots comme ça, quand ils sont là. Et t'as vécu la dépression et tu t'es dit, ben en fait, bof, j'ai bof envie d'y retourner. C'est un peu ça, oui. J'ai testé, j'approuve pas. Ok, c'est bon, terminé. Next. Mais je crois qu'il y a aussi ce truc de transition de... Bon, j'ai été dans ça pendant 2 ans, c'était ma vie. Maintenant, il faut que je comprenne ce que c'est de vivre sans ça. Il y a un peu un truc de transition de... Tout à fait, oui. Et je crois que ça... je crois pouvoir m'avancer, mais en tout cas, toutes les personnes que moi je connais et qui m'en ont partagé, en sortant de prépa, il y avait au moins 2 mois. 2 bons mois de... Ah. Très bonne description. Donc, il faut que je sorte de cet état d'esprit, que je me rappelle ce que c'est ma vie, que je panique pas devant ce que c'est ma vie, et que j'aille mieux, et que je réapprenne à vivre. Et il y a aussi ce truc de... Moi, c'était à la fin de l'hypo, mais il y a eu une période, ça a duré 1 ou 2 semaines, c'est comme toi, genre, je me lève à 11h, je mange, je fais une sieste tout l'après-midi, je me lève à 18h et je me couche à 22h. Et pendant 1 semaine, et tu te dis, mais waouh! Qu'est-ce qui se passe, quoi? Oui. C'est ça, quel taux de fatigue j'ai emmagasiné pour avoir besoin de dormir 1 semaine entière. Enfin, est-ce que ça existe? Et donc j'imagine pas, genre, après les 2 ans, c'est un peu ton corps qui se lave, mais d'une autre façon, genre qui... C'est exactement ça. Hiberne. Ah oui. J'étais incapable de rire, de sourire. Je me sentais trop mal parce que on était chez ma cousine, que j'avais pas vue depuis 5 ans, et j'ai fait la gueule toute la semaine. Et c'était absolument pas voulu. C'est pas contre elle, genre t'étais en train de te purger. Mais du coup, l'année qui vient de se passer en fac a aidé aussi, parce que la fac, qui me permet des horaires de sommeil absolument fantastiques, et qui, niveau stress, est assez tranquille. Donc ouais, ça a aidé à la reconstruction. Ouais, t'es beaucoup plus épanouie, je pense, là, cette année, que les années de prépa. Enfin, je te sens beaucoup plus en paix, en fait. Déjà, le cadre, parce que je suis plus en internat. L'internat, en soi, ça ne me dérangeait pas, parce que j'ai toujours dormi... Enfin, ma chambre a toujours été partagée. Pas toujours, mais depuis très très longtemps. Avec mes petites sœurs. J'ai toujours eu une coloc. Donc, en soi, l'internat, je pensais que ça me dérangerait pas. Mais alors, non, mais en fait, avoir sa petite sœur en coloc et une parfaite inconnue en coloc, c'est pas du tout la même chose. J'ai assez mal vécu l'internat. Pas en soi, déjà, l'internat c'était chiant. Mes colocs, elles étaient peut-être pas chiantes, mais la colocation forcée, je pense que ça nous réussissait pas. Ouais. Et du coup, cette année, j'ai été libérée de la prépa et j'ai réalisé un rêve que j'ai depuis très 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 longtemps, qui m'a fait tenir pendant toute mon adolescence, en fait, d'avoir mon espace à moi, d'avoir une pièce, même si c'est tout petit. J'adore ma chambre. C'était quelque chose que je voulais depuis très longtemps,
partir de chez moi. Déjà, je suis à Bordeaux, mes parents sont à Agen, donc c'était déjà un pas. Mais aussi avoir mon espace à moi, vivre selon mes horaires, mes règles, me donner, avoir l'espace de souffler. Et ça a énormément amélioré mes relations familiales du coup. Parce que toute mon adolescence, ça a été me battre contre mes parents, contre leur autorité, contre leur pression en fait. C'est surtout leur pression en fait, réussir à gérer leur pression. Et là, en prépa, je rentrais tous les week-ends. Du coup, il y avait encore ce truc de pression, je les ai trop sur mon dos, etc. Mais cette année c'est génial. Je les vois un week-end sur deux, parfois tous les week-ends. Mais en fait, je m'en suis rendu compte sans un week-end comme ça où je suis partie d'Agen. Je suis partie d'Agen avec le sourire. J'étais de bonne humeur. J'étais un peu triste de les laisser parce que ça faisait que 2 jours que je les voyais. Et je me suis rendu compte de ça dans le train, dans le retour, et j'étais, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Wow. Ouais. C'est l'accomplissement de l'indépendance en fait. Ouais, c'est ça. Parce que t'es partie de chez eux, mais pour être forcée à être avec d'autres gens, l'internet avait des horaires. T'avais des repas imposés aussi. Enfin là, tu te fais ta bouffe. Enfin, tout fait que à la fois c'est une transition, mais à la fois c'est un frein. Et là, c'était la libération totale. Ah ouais. En plus, ton appart est vraiment cool. Genre, enfin la façon dont tu te l'appropries, ça se voit vraiment que c'est ton endroit et que c'est là qu'il faut que tu sois, tu vois. Je trouve. Quand je rentre dans ton appart, je suis en mode ouais. Ouais. J'ai mis un moment à le décorer, mais vraiment parce que voilà, c'était ça. Je voulais que ce soit l'endroit où je me sente le mieux possible. Ouais. Et il est décoré vraiment à mon image, enfin à l'image de mon intériorité. Je pense que c'est une bonne façon de le décrire. Et voilà. Trop bien. Est-ce que tu penses le garder l'an prochain? Ça dépend de qu'est-ce que je deviens l'an prochain. L'an prochain, j'ai 2 voies possibles. Soit je suis prise en DUT bibliothèque. Et là, je pense que je demanderai un appartement un peu plus près de l'IUT. Ouais. Soit je continue en master. Et dans ce cas-là, je préférerais le garder. Ok. Je le regarde pour l'audio guide. Avec des petits yeux qui s'éclairent. C'est un petit appart de, je crois, 12 ou 13 mètres carrés. Pièce principale blanche. Avec le lit et le coin kitchenette avec un grand mur orange. Alors au début, j'étais dépitée du orange parce que je voulais décorer ma chambre en bleu. Ouais. Parce que même mes draps sont bleus et je les avais achetés dans cette idée-là. Puis j'ai vu le orange, j'étais oh là 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 là. Bon, au final, l'orange et le bleu, ça se marie très bien. Donc, oui, ça va. Et puis, t'as mis le poster d'Harry Potter par-dessus. Ouais, et ça coupe le orange. Et ouais, ça fait, grave. Ça renvoie au Gryffondor pouf souffle et de façon cool. Ouais. Ok. Trop bien. Déjà. Ah oui, réintroduisons le concept d'intimité aussi peut-être. Parce que, en fait, c'est la première année que t'as ton intimité. Yes. Ta vraie intimité. Et qu'est-ce que ça change dans ton quotidien du coup, t'as dit ton épanouissement, faire les choses toute seule. Mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça change d'avoir une intimité et d'être seule de façon choisie? Déjà, c'est ouf. Ouais. C'est trop bien. Parce que du coup, je peux gérer... Déjà, un truc très bizarre, mais dont du coup, je me suis rendu compte cette année, je peux gérer mon son. Je suis une personne qui a besoin d'un fond sonore sans arrêt. Et je pense que ça vient du fait que je viens d'une maison où il y a toujours du bruit. Parce que je viens d'une famille de 7 personnes, enfin moi incluse. Du coup, le bruit ne m'a jamais trop dérangée. Mais du coup, j'ai toujours de la musique qui tourne en fond. Parce que j'ai besoin de ce white noise, de ce bruit de fond sonore pour tourner correctement en fait. Pour que mon esprit parte pas dans tous les sens. Quand il y a trop de silence, mon esprit n'aime pas. Mais en même temps, des fois j'ai besoin de silence, de calme. Et je peux gérer ça aussi. Ça c'est cool. Ouais, trop bien. Il y a ça, je peux gérer mes horaires de sommeil sans avoir... Ouais, en fait, juste le fait de lire
une fiction dans mon lit à 3h du matin sans avoir peur que mon père aille aux toilettes et passe devant la porte de la chambre et commence à me gueuler dessus. C'est cool. Ouais, déjà, ouais. Enfin, ouais, ça. Après, il y a eu des moments où je me suis sentie seule quand même. Ouais. Que ce soit au niveau des amis, où j'avais vraiment, vraiment très, très envie de voir des amis. Ou que ce soit ma famille, que j'ai envie de les voir. La première fois que j'ai envie de voir ma famille, les gars. C'est un renouveau. Les bienfaits de la vie seule. Vraiment, une fois, j'ai appelé ma mère, je lui ai fait oui, je vais juste appeler parce que vous me manquiez. Il y a eu un blanc au téléphone. Comment ça, on te manque? Ouais, c'est un truc qui fait du bien à tout le monde. Ouais. C'est une de mes théories que quand ça va pas avec ta famille, quand t'habites chez eux, faut juste ne plus habiter chez eux. Et de façon magique, la plupart du temps, ça va de suite mieux. Mais faut se manquer en fait. Faut se manquer. Tu comprends en plus, quand il y a des non-dits, tu comprends que les personnes tiennent à toi parce que tu leur manques. Tu comprends que tu tiens à eux parce qu'ils te manquent. Enfin, c'est chouette. Moi, j'ai beaucoup appris en partant de chez moi. Ouais, ça a vraiment apaisé nos relations. Un truc énormément. Transition en or. Ma prochaine question était sur ta famille. Parfait. Alors, pourquoi tu penses que ta relation avec ta famille était pas folle quand tu vivais avec eux dans ton enfance et adolescence? Un seul mot, pression. Je suis l'aînée de 5 enfants. J'ai 3 petites sœurs et un petit frère. Petit frère que j'aime beaucoup. Et depuis que aussi loin que je me souvienne en fait, mon père m'a toujours dit: tu es la locomotive, tu dois guider tes frères et sœurs, ta petite sœur en l'occurrence, parce que quand j'avais 5 ans j'avais qu'une petite sœur. Faut que tu poses le bon exemple. Si toi tu fonctionnes bien, tes petites sœurs, tes frères et sœurs automatiquement vont suivre. Ce n'est qu'une fraction du discours que je connais par cœur, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup répété. Ça, la pression par rapport à l'école, où depuis toujours, fallait que je sois bonne à l'école, mais ça partait d'une bonne intention. Mon père, il a pas de diplôme, il a toujours été ouvrier, il a toujours galéré, et du coup c'est pour ça qu'il voulait qu'on réussisse, qu'il veut qu'on réussisse, et il a toujours été très très clair par rapport à ça. Ses discours commencent par ça: je ne suis personne, je ne peux vous assurer aucun avenir, votre avenir c'est l'école. Mais en fait, j'entends ça depuis que je suis née, je crois. Et au bout d'un moment, le discours perd son sens et ça ne se transforme qu'en en pression absolument horrible, qui fait qu'en 6e, j'étais allée voir une psy, pas du tout pour ces raisons-là, parce que je faisais des terreurs nocturnes. Et avec la psy, on parlait, mais ce n'est que quand je parlais de mes parents que je me mettais à pleurer. Je me mettais à pleurer absolument incontrôlablement, je ne savais pas expliquer pourquoi et je n'arrivais pas à m'arrêter. Et c'était à cause de la pression. Quelle gamine en 6e est censée avoir autant de pression? Donc voilà, cette pression-là s'est transformée en haine, parce que du coup je supportais pas ça. Il y avait la pression, il y avait le contrôle aussi, parce que je viens d'une famille marocaine, conservatrice entre guillemets, conservatrice mais pas dans le mauvais sens, juste conservatrice, écoute. Où du coup j'ai jamais fait de pyjama party chez des amis. Les anniversaires c'est 6 heures tapante et on vient me chercher, et du coup voilà, c'était dans un cadre de fer avec une pression de fer, et l'adolescence a pété un câble. Ouais, du coup ils m'ont beaucoup fait pleurer quand j'étais ado, au collège, au lycée encore. Au lycée,
suis pas censée pleurer à cause de tes parents au lycée. Mais il y avait l'école d'un côté, il y avait les notes, il y avait la façon dont je m'habillais. Enfin, tout du coup était contrôlé, réglé, engueulé. Du coup voilà, ça part, en soi ok, ça part d'une bonne intention, ça part c'est des personnes qui ont été élevées avec certaines valeurs, qui veulent nous protéger, qui veulent nous élever correctement du coup selon ces valeurs-là. Mais du coup, c'est pas toujours exprimé correctement et ça fait mal quoi. Surtout que c'était omniprésent. En Ouais. plus, Oui. il n'y a pas de moyen. Est-ce que à l'école ça te faisait du bien ou pas de sortir de chez toi, ou l'école c'était pas fou non plus? Si. Du coup, en fait, c'est comme si pour m'expliquer en fait, pour expliquer ma vie, il faut juste comprendre que il y a disons deux personnes en moi. La personne à la maison et la personne à l'extérieur. Ouais. Pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que je m'amusais pas à sortir le nombril à l'air, à fumer des clopes, mais juste dans la façon dont je vois le monde et dont je me comporte avec les gens. Il y a la façon dont je me comporte avec mes amis et il y a la façade que je mets automatiquement quand je rentre à la maison. Parce que tu sais que tu peux pas l'enlever en fait, cette façade. Oui, enfin, pour avoir de bonnes relations à la maison, pour éviter de me faire engueuler, pour juste avoir une bonne relation et avoir la paix, quoi. Je veux juste avoir la paix, en fait. Ouais, ok. Il y a cette façade que je mets presque sans m'en rendre compte, où je sais il y a des choses que je ne vais pas dire, qui ne me viendraient même pas à l'esprit de dire, en fait, et des choses que je vais accepter telles qu'elles sont, sans me poser trop de questions. Oui, du coup, j'ai créé une façade que je mets automatiquement quand je rentre à la maison pour filtrer tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire. Même la façon dont je réfléchis, en fait. Des choses que je questionne pas forcément parce que ça va plus vite. Et cette façade, en fait, explique beaucoup de paradoxes qui se reflètent dans ce que je suis aujourd'hui et dont on va parler plus tard. Ok. Est-ce que... Donc là, tu expliques du coup comment tu faisais un peu pour survivre et comment c'était. Est-ce que tu pourrais dire quels impacts ton éducation a eu sur ta construction personnelle, que ce soit par contraste ou par apport? Qu'est-ce que être éduqué comme ça fait que tu es la personne que tu es maintenant au fond? Du coup, bon côté. Du coup, il y a le... Attends. Repeat the question, please. T'inquiète. Quels impacts ont eu cette éducation-là sur ta construction personnelle à toi et sur ce que tu es maintenant en tant que jeune adulte? Mais du coup, le fait que je sois introvertie, le fait que voilà, de base à la maison, je sais qu'il y a des choses que je ne peux des choses dont je ne peux pas parler à mes parents pour me protéger, pour les protéger, parce que c'est des choses que j'ai acquises de l'extérieur et du coup c'est des choses que je gère toute seule. Donc le fait que je sois introvertie, mais il y a un truc qui revient assez souvent quand les gens parlent de moi, qui est que je suis, bon, pour dire ça simplement, gentille. Et ça vient de... Ça, par contre, ça, c'est un bon côté de l'éducation. Parce que, pardon, l'islam, c'est promeut quand même beaucoup la tolérance et le respect de l'autre. Et ça, même si je suis pas la musulmane la plus pratiquante qui soit, toutes ces valeurs-là de l'islam, de tolérance, de bienveillance, de sympathie, etc., c'est des trucs que j'ai intégrés et que je pratique tous les jours, qui font partie de ma personnalité en fait. C'est ce que ma mère m'a dit. Elle m'a dit une fois un truc qui m'a beaucoup touchée. On m'a dit toutes ces choses-là de l'islam, de tolérance, etc.,
ça te décrit beaucoup. Et j'étais vachement émue du coup, parce que c'est beau quoi. Ouais. C'est Puis des de bonnes ta choses. mère en plus, enfin, c'est... En plus. C'est très très beau. Mm. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ton ouverture d'esprit et ta tolérance, et qui je pense peut avoir un lien peut-être, mais tu peux me contredire, avec ton ouverture à la K-pop, etc. C'est le fait que t'as grandi avec plusieurs cultures, c'est-à-dire que du coup tes parents sont musulmans et leurs parents sont marocains. T'as grandi d'abord en Italie et après Oui. t'es arrivé, je crois que t'as dit en fin de primaire en France. Oui. Et du coup ça fait une sorte de patchwork C'est ça. de culture Un qui... patchwork. Est-ce que tu penses que ça, c'est un des éléments qui permet ton ouverture d'esprit aussi? C'est possible. Sincèrement, je relie mon ouverture d'esprit au fait que j'aime lire et que je lis beaucoup depuis très longtemps. Ok. Et ça, pourquoi? Parce que les livres m'ont fait découvrir beaucoup de choses, mais beaucoup de choses de façon neutre en fait. Genre, exemple très 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 bête, mais la première fois que j'ai entendu parler d'un transsexuel, c'était dans un livre, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, le fait de découvrir ces choses-là par ce biais, je crois que ça donne naturellement une ouverture d'esprit. Ouais. Pareil pour la LGBT. Je crois que j'avais jamais entendu parler de gay avant de découvrir un personnage qu'il était. Et T'avais quel âge? je crois que c'était en 5e. Ok. Du coup, le fait de lire, le livre était bien, le personnage était intéressant. Ah, il se trouve qu'il est gay. Ok, qu'est-ce que? D'accord, très bien. C'est des trucs que, voilà, que j'intègre en fait, que j'intègre sans m'en rendre compte. Ok, c'est quelque chose qui existe. Ok, c'est à respecter, très bien. Trop bien. Voilà. Ok. Ok. Donc, patchwork de culture, oui, mais je relie cette partie de ma personnalité-là au livre Ok. que je dévorais comme pas possible au collège et qui ont construit une bonne partie de ma personnalité. Mais du coup, pour revenir au fait que t'as grandi en Italie, est-ce que c'était compliqué pour toi la transition Italie-France ou pas? Non, pas tant que ça, parce que j'ai vécu notre déménagement comme une sortie en vacances. J'aimais bien venir en France, on n'y passait pas beaucoup de temps parce que la France c'était juste on y restait 2-3 jours en transition, le temps que mes cousins fassent leur bagage et on allait tous ensemble faire la route pour le Maroc. La France c'était quelque chose que je reliais beaucoup aux vacances, du coup truc chouette quoi. Et le fait d'apprendre le français m'excitait, j'étais contente d'aller apprendre le français parce que depuis toujours, visiblement, les langues étrangères, c'est mon truc. Et à la base, c'était censé être un truc chouette. Ouais. Puis l'école primaire est arrivée. Ouais. Et tout à coup, c'était moins chouette. Du coup, je suis passée d'une phase de joie, excitation, toute chose nouvelle, etc. à réalisation que mince, on va rester ici, je verrai plus jamais mes amis. Ouais. Parce que j'avais des amis là-bas. Et mince, c'est pas si évident que ça de se faire des amis. C'est là que j'ai réalisé que j'étais pas douée pour me faire des amis parce que en Italie, c'était des filles que je connaissais depuis la première année de maternelle. Depuis le début, j'avais ces amis-là, je sais même plus comment on a commencé à parler. Ça a toujours été une évidence. Et du coup, là, d'arriver en CM1, dans une classe dont tu parles à peine la langue, et de se faire des amis, c'était compliqué. Ouais. La transition, du coup, à un âge où t'as quand même déjà construit des relations, mais t'es quand même à un âge où c'est compliqué quand même, parce que les enfants... N'oublions pas à quel point les enfants peuvent être vraiment très très méchants. Et cette méchanceté, entre guillemets, je sais pas comment le décrire, mais j'ai beaucoup associé cette mauvaise expérience de la primaire à une mauvaise expérience de la France.
Ouais. Pendant très très longtemps, j'aimais pas la France, toi. Ouais. J'étais là et j'étais non mais moi si je peux je retourne en Italie, j'aime pas les Français. Ok, ouais. Donc Ouais, c'est normal. Genre, t'arrives là, tu te découvres un pays, les premières personnes que tu vois, c'est compliqué quoi. Puis on est très accueillants à MDR. Mais le truc c'est que à la base, j'étais très bien accueillie. Ouais. C'est-à-dire en fait c'était la fête du nouveau quoi. Les premières semaines, nouvelle personne, parle pas français, oh là là, parle italien, apprends-nous des gros mots. Enfin, Ouais. comment on se dit mon prénom en italien, des trucs comme ça. Mais au bout d'un moment, l'intérêt se disparaît. Et ouais, tu te retrouves un peu tout seul comme un con. Ouais. Ok. Est-ce que c'est un truc important pour toi et un peu traumatisant ou pas trop ce truc de la solitude en étant enfant? C'est un truc auquel je pense pas trop parce que c'était vraiment une mauvaise expérience. Ouais. Parce que je l'ai expérimenté une fois, la première école primaire. Et en milieu d'année, j'ai changé d'école parce qu'on a déménagé. Enfin, on a eu une maison. Ouais. Et du coup, ça a fait rebelote exactement la même chose. Dans le sens où excitation, nouvel élève, groupe de personnes qui gravitent autour de toi pendant 1 ou 2 semaines. Et après, ça retombe à plat et on vient te voir. Et on te dit, écoute, on veut plus rester avec toi, bye bye. Et tu te retrouves comme un con dans la cour de récréation. Ouais. Donc, ouais, c'était pas agréable. Mais après, j'ai un peu pris ma revanche sur la vie parce que cette même personne qui... elle s'en veut tellement. Cette personne qui me connaissait pas tant que ça, mais qui était pas méchante dans le fond, c'est juste elle qui s'est retrouvée à venir me dire, sur décision commune, Ouais. qu'on voulait plus rester avec toi. Cette personne, c'est ma meilleure amie d'aujourd'hui, ma meilleure amie de 10 ans. Donc, ça va quoi. Je me plains pas non plus. La vie. C'est bizarre. Tellement drôle. La vie et les relations humaines, waouh. Tu sais que des années après, elle venait me voir, elle me dit mais je suis désolée pour ce que j'ai fait. Je dis, c'est pas grave, je m'en suis remise. Je pense que justement, pour ton inconscient, c'est mieux que ce soit ton amie maintenant, je pense. Parce que le côté elle s'est excusée, ça peut peut-être éviter de... Enfin, je sais pas, je parle en termes psychanalytiques alors que j'y connais absolument rien. Mais je me dis que des fois, dans des traumas, ce qui peut aider à guérir, c'est que la personne s'excuse. Et le fait d'en être proche, ça peut peut-être aider à ce que ça hante pas trop non plus. Non, c'est possible. Ok, attends, j'étais partie sur quoi? Là, je suis partie. Tu nous parlais ouverture d'esprit livre. J'ai voulu qu'on parle un peu de ta transition Italie-France. Oui. Petit retour sur l'enfance. On est passé par la famille. Ok, en toute, comment on dit, finesse, je rebondis sur plusieurs choses. Donc, tu disais que la lecture, ça a pris l'ouverture d'esprit et t'as fait comprendre ce que c'était... Enfin, t'as fait découvrir l'existence des LGBT, par exemple, ou des trans. Tu te définis comme bi aujourd'hui. Oui. Est-ce que... Je suis en train d'improviser, j'ai pas de questions. En fait, j'essaie de trouver une question qui soit cohérente par rapport à ce qu'on vient de dire. Ok. Est-ce que tu t'identifiais déjà dans tes lectures, dans ton enfance, à ces personnages que tu croisais dans tes livres? Ou est-ce que, de par ton éducation ou d'autres choses, tu refusais cette identification? Alors, ouais, pas du tout. Pendant très longtemps, jusqu'il y a 2 ans, je me pensais très sincèrement très hétérosexuelle. Sans rejet ou homophobie ou quoi. Vraiment, quand tu te regardes à l'intérieur, tu te poses des questions. Et non, la seule réponse qui me venait, c'était non, parfaitement hétéro. Et je me disais même, j'avais absolument rien contre ça. Je me disais, si l'occasion se présente de sortir avec une fille ou de faire quelque chose avec une fille, moi je suis absolument pas contre. C'est juste que là, maintenant tout de suite, je n'ai absolument aucun intérêt pour les filles. Ok. Et ça a changé il y a 2 ans du coup? Oui. Ok. Avec une relation ou identitairement? Avec une relation. Avec une relation. Et aujourd'hui, du coup, tu te sens
bi. Très bi. J'adore le très bi. Et tu me disais tout à l'heure que tu avais une anecdote du moment où tu as compris que tu étais bi. Du coup, enfin tout à l'heure en off, Oui. vous Ok. n'avez rien raté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça va bientôt faire 2 ans. Hein. Cet été, ça va faire 2 ans. Ma meilleure amie m'a dit qu'elle était amoureuse de moi. Donc, ok, gros mental breakdown, parce que je me pensais très très hétéro, et je me pensais très hétéro. Et Le rire, tu sais. Ah, jeune et innocente. Et j'avais, enfin, je pensais pas que quoi que ce soit allait être possible avec cette personne. Et je voulais pas la blesser parce que c'était ma meilleure amie, je savais pas quoi faire. Donc, long story short, on est sortis ensemble pendant 1 an. Et, mais même quand on sortait ensemble au début, j'étais ok, cette fille, oui. Les autres, je n'éprouve toujours aucun intérêt pour elle. Et puis, au cours de cette année-là, j'ai regardé Wonder Woman. J'ai regardé le film d'ici de Wonder Woman. Et au cours du film, en fait, je regardais le film, j'ai vu l'actrice principale, j'ai vu l'acteur principal, j'étais putain MB as fuck. J'étais vraiment la confusion. Enfin, ouais, non, juste oulala, hormones de partout. Oulala, beaucoup trop de beauté, tuez-moi. Parce que j'avais eu des phases du coup, des moments où oh oui des filles, oh oui des garçons, mais les deux en même temps, c'était sympathique. Tu m'étonnes. Tellement plus de ressources. Et est-ce que ça t'a posé des problèmes identitaires ou pas trop? Ou juste Ben non, ça. parce que du coup on revient à mon découpage identitaire. Je pose ça de mon côté Fatima public et amical, et ça n'affecte absolument pas du tout la Fatima familiale. Ça pourrait me poser problème si j'avais dans l'idée de faire éventuellement un coming out, sauf que c'est une possibilité qui n'est absolument pas envisageable, donc ça me pose absolument aucun problème. Ok, et est-ce que ça te fait de la peine que ce soit absolument pas envisageable ou pas du tout? Non, pas du tout. Et ok, et est-ce que tu penses que y aura, tu le feras jamais, enfin qu'il y aura jamais un moment où tu auras besoin de le faire? Ce que je me disais quand je sortais encore avec mon ex, c'était je le dirais à mes parents si vraiment ça devient sérieux, genre sérieux avec un grand S. Ouais. Au point où ça affectera ma vie. Ouais. Et voilà. Ok. Enfin, ouais. Non, je pense que même si on était arrivé à vivre ensemble, j'aurais pas dit à mes parents, j'aurais dit non, on est amis, on est coloc. Ouais, ok. Donc, ouais, ça aurait posé problème. Enfin, est-ce que ça aurait posé problème à la personne? Non, mais ça aurait été chiant quand même. Mais non. En fait, si je le dis à mes parents, je sais que je vais ruiner une famille et ruiner une relation. Donc, il faut vraiment que ça en vaille la peine. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et t'as pas forcément... Enfin, c'est tellement éprouvant. Enfin, ça a l'air tellement éprouvant comme possibilité. Voilà, donc c'est... Oh, l'aide. Ouais. Je comprends que t'aies envie de t'épargner ça et... Ouais, je comprends, ok. C'est ça en fait. Surtout dans l'éventualité en plus où, enfin, comme t'es bi, ça se trouve... Exactement. Tu rencontreras un garçon et ça passera crème et t'auras pas besoin de souffrir. Ouais, ok. Mais du coup, est-ce que enfin, comment tu procèdes pour mentir entre guillemets ou éluder à tes parents? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt facile et que t'as l'habitude de faire ou pas? Non, c'est quelque chose qui me vient très 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 naturellement. Ouais. Je sais pas si c'est bien ou pas. Non, ça fait juste partie de moi. Je peux très très facilement leur mentir. Parce que c'est comme ça que j'ai réussi à vivre en fait. Ouais. À être un minimum en accord avec moi, avec moi-même. Juste
ne pas leur dire certaines choses. Et ça me va très bien en fait. Ok, t'as trouvé un équilibre dans ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où t'avais pas encore cet équilibre ou pas? Au début peut-être ou... Non, parce que quand c'était pas par rapport à ça, Ouais. quand c'était par rapport à d'autres choses, genre... j'ai pas d'exemple là en tête, mais les fictions que je lis... Ouais. Je lis des fictions gays, du coup... Enfin, les trucs LGBT font partie de ma vie depuis un bon moment, et j'ai toujours réussi à le cacher. Donc, pas raison de... C'est pas un truc qui m'inquiète particulièrement. Ok. Tu lis des fictions gays donc? Oui, beaucoup. Des fictions gays à caractère... comment on pourrait dire? Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est la non, meuf qui va chercher là. il y a de tout. Il y a des fictions gays, du coup, principalement sur BTS, c'est le fandom dans lequel je suis en ce moment. Et du coup, ça va de tout. De trucs mignonnés à de trucs un peu moins mignonnés. Des trucs qui font pleurer, des trucs qui... j'ai perdu mon fil. Des trucs mignonnés, des trucs moins mignonnés, des trucs hot, des trucs moins hot, etc. Ça va un peu partout. Ok, est-ce que ça va être le moment où on va pouvoir parler de masturbation? Alors, la transition, oui, mais objectivement, si, il y a un gros lien entre la masturbation et les fictions. Parce que là, en ce moment, enfin, ça fait quelques années que je lis des fictions exclusivement gays, mais au début, c'était pas le cas, parce que j'ai découvert les fictions avant de me découvrir un amour inné pour le yaoi et les fictions gays. Et du coup, les fictions au début étaient hétéros, et qu'elles soient innocentes et romantiques et mignonnes et tout ce que tu veux, ou qu'elles soient un petit peu plus érotiques, etc. etc. Et du coup, de par la fiction, en fait, j'ai découvert des choses sur le plaisir féminin que je ne connaissais pas du tout, qu'il n'y avait aucun moyen d'entendre parler nulle part ailleurs. J'ai découvert le cunnilingus, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai découvert des sextoys, plein de façons d'éprouver du plaisir féminin que j'ai voulu tester. Et c'est venu de là en fait, juste essayer. C'était la 3e, ça. Ouais, éducation sexuelle quand même plutôt Ouais. réussie quand même à ce niveau-là. Pour le coup, oui, je trouve que c'est une bonne façon de s'éduquer sexuellement. Parce que du coup, tu as la description de ce que c'est censé te faire ressentir et comment le faire. Enfin, tu as la totale. C'est un manuel. Mode d'emploi pour se faire plaisir. Génial. Warning, les auteurs de fanfiction ne sont pas là pour faire l'éducation sexuelle de vos enfants, mais c'est cool quand même. Oui. Ne vous déchargez pas sur les fictions. Apprendre avec des baguettes, C'est ça. cool quand même. Mais c'est mieux que rien, quoi. Enfin, quand t'as ça à Bah, dispo, ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu te masturbes depuis quand? Depuis la 3e. Depuis la 3e. Et du fait que, du coup, t'es dans une famille où vous êtes 7 et que t'as jamais eu de chambre seule, comment tu faisais? En vrai, ça m'a jamais arrêté. Mais non, j'y réfléchis. Oui, non, la salle de bain, c'est très très bien. C'est la seule pièce en fait où il y a un verrou. Ouais. Et du coup, la douche, quoi. Ok. Et quand t'étais à l'internat aussi, du coup? À l'internat aussi. Ok. Ouais, la douche. Je prenais des douches extrêmement longues. Des fois, ma coloc me lançait des regards bizarres. J'étais, sois tranquille. Sérieux? Ah oui. À des moments, je pense qu'elle se posait des questions, mais je n'ai absolument aucun compte à te rendre. Oui, c'est ça, genre hyper bizarre. Est-ce que t'as eu des obstacles à ta masturbation? Ah oui, il y a eu un moment quand j'étais encore au lycée, quand j'habitais à la maison, où... obstacle. Ouais, on va dire ça comme ça. Où ma mère un jour est venue me voir, j'étais couchée, j'étais sur le point d'aller dormir, et quand on se couche à la maison,
ma mère fait le tour de tout le monde pour dire bonne nuit. Et ce jour-là, je sais absolument pas pourquoi. En plus, je venais de sortir de la salle de bain, je venais de le faire. Et genre, elle s'est penchée, enfin, elle m'a dit bonne nuit. Il y a eu un blanc et après elle m'a fait, tu sais, il y a une place spéciale en enfer pour les gens qui touchent là où ils ne devraient pas se toucher. Et etc. Et là, moment de panique intense, je pensais qu'elle se doutait de quelque chose. Enfin, je pense qu'elle se doutait de quelque chose, mais elle n'avait pas de preuves. Et du coup, j'étais, oui, d'accord, oui, je sais, c'est pas bien, bonne nuit. Waouh. Et ça t'a impacté ça ou pas? Ça m'a fait flipper, mais comment dire ça? Je suis têtue. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de le faire. Esprit de contradiction, j'adore. Exactement. Par pur esprit de contradiction, par simple envie de lui montrer, pas lui montrer, mais voilà, personnellement, que je peux le faire et tu peux rien y faire. Ouais. C'est ta liberté en fait. Ouais, ok. Mais quand tu me l'as... Parce que tu m'as déjà dit cette anecdote et la première fois où tu me l'as dit... Je me souviens de ma tête. J'étais en mode... Waouh. Moi j'ai l'impression que j'ai des trucs psychologiques qui peuvent être dans mon inconscient, mais toi genre littéralement ta maman te dit qu'il y a une place dans l'enfer pour ça et je suis en mode... Waouh. Ouais. Vive les psys après pour ça. Genre, bravo, tu l'as vraiment tellement bien... Enfin, le gérer avec un esprit de contradiction, je trouve que c'est une façon saine de le gérer en mode je ne vais pas intérioriser quelque chose qui pourrait vraiment me faire sentir très très mal par rapport à quelque chose qui me fait du bien en fait. Mais le plaisir féminin... Oh god. Je voulais poser une question du coup, parce que du coup tu disais que tu vivais seule et que l'intimité, etc. Est-ce qu'il y a un changement dans ta pratique de la masturbation depuis que tu vis seule? Je peux prendre mon temps du coup. Ouais. Mais, enfin, non. Oui, je peux prendre mon temps et non, c'est tout en fait. Ça n'a pas changé particulièrement le nombre de fois où je le fais. Juste. Ouais, il y a... Ah oui, ça. Et le fait du coup que j'ai plus de pression, enfin j'ai plus à faire attention à ce que ma voix fait. Ouais. Ça c'est marrant aussi. J'ai découvert que j'avais une voix. Une voix spéciale pour ce moment-là. Et non, en vrai ça va. J'arrivais quand même à bien gérer. Ce qui est assez, quand j'y réfléchis, ce qui est assez marrant quand tu habites dans une maison remplie. Ouais, juste j'ai plus peur de me faire choper quoi. Ok. Enfin, et encore, c'était pas une peur, il fallait juste que je jette un coup d'œil, c'est bon, la salle de bain est fermée, voilà, c'est bon. Ok. Ouais, donc ça va quand même. Enfin, t'as l'air plutôt relax par rapport à ça. Ouais, en vrai, ouais. Ok, tu l'as toujours été? Au début, il y avait une vraie peur de se faire attraper. Ouais. Ce qui est normal, mais au fur et à mesure, parce que ça fait depuis la 3e, ça fait 5 ans là. C'est des habitudes qui s'installent en fait. Ouais, grave. Et des réflexes. C'est ça. Ok. Quand on a préparé cette interview, tu m'as signalé de quelque chose dont tu aimerais bien parler. Oui. Est-ce que tu te sens d'attaque pour en parler maintenant? Du coup, là, le lien est pas très très présent. Mais ok, le lien est plus avec les fictions qu'autre chose. Ok. Du coup, voilà, sexualité, BDSM. Transition 0, bonjour. Bonjour, nous allons parler de BDSM maintenant. En vrai, je suis absolument pas en lieu et place de parler de BDSM. Mais c'est un truc dont on aimait beaucoup parler avec mes amis au lycée. Parce que du coup, on a découvert ça ensemble. On a découvert ça à 3, c'est trop drôle. Parce que on lisait à peu près les mêmes... On lisait pas les mêmes fictions, mais on lisait les fictions qui tournaient autour des mêmes thèmes. Et du coup, on a vu dans la fiction la montée de la présence du BDSM. Avec le gros truc, un truc... Je m'en souviendrai toute ma vie, on en avait parlé à table. Et il y en a une qui avait dit... ouais, dans les fictions, il y a ce truc du daddy kink. Et ça nous avait fait beaucoup rire parce que on comprenait pas, juste on trouvait ça assez ridicule. Et
Mais ça, ce n'est qu'une fraction du BDSM. Et c'est un truc... Comment je suis censée Par rapport au fait que c'est quand même un truc assez tabou et ça peut être une forme de libération, je trouve, enfin déjà de savoir que ça existe. Enfin je sais pas, moi c'est quelque chose par exemple où c'est comme la comparaison terrible. Qu'est-ce que tu vas sortir? C'est comme la K-pop. Dans le sens où je connaissais pas. Donc j'étais juste en mode, bah là pour l'instant j'ai pas envie de connaître et de m'y intéresser, juste c'est quelque chose qui est obscur pour moi et ça va le rester le temps que ça le reste. Et du coup qu'est-ce qui fait que pour toi, mais tu viens de répondre, le fait que pour toi c'est pas obscur c'est les fanfictions, mais du coup est-ce que c'est un truc qui altère ta vie sexuelle ou pas du tout, tu sépares les fictions qui en parlent et tes fantasmes à toi ou pas? Mais du coup, au début, c'était très relié. Le BDSM était très relié à ce que je lisais dans les fictions. Mais après, j'ai découvert le côté obscur de Twitter. Le côté sombre. Où, la face cachée de Twitter. Où tu apprends qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de censure nudité dans Twitter, au cas où vous ne saviez pas. Du coup, il y a tout un côté porno de Twitter. Et là, j'ai découvert au début, c'était juste mon Pornhub, c'est mon compte Twitter. J'ai 3 comptes Twitter. Mon compte Twitter normal, mon compte Twitter porno et un autre. Et mon compte Twitter porno, c'est l'équivalent de Pornhub. C'est mon Pornhub. Et là, il y a des gens qui postent des vidéos, des photos, mais il y a aussi des gens qui parlent sexe et qui parlent BDSM. Et des gens qui parlent BDSM correctement. C'est-à-dire qui déconstruisent les clichés qui sont portés par la fiction et récemment par les films et les séries 50 Shades of Grey. Et qui m'ont montré en fait, qui m'ont appris beaucoup de choses sur comment ça se faisait correctement, ce qui est du gros cliché, du fantasme malsain, et ce qui est de la bonne pratique du BDSM, etc. Et c'est un truc qui du coup, oui, a pu nourrir mes fantasmes. Oui, on va pas se mentir. Et mais enfin pas dans le mauvais sens, enfin le fait en fait qu'on ait découvert ça à 3. Ouais. Et on en parlait très librement. On avait des soirées, c'est les meilleures soirées de ma vie, où on avait une conversation à 3 par texto, et on se faisait des plutôt ça ou plutôt ça. Et ça commençait par des trucs assez soft, et puis ça allait grimpant. Du coup, on découvrait des choses sur l'une l'autre, et on découvrait des choses sur nous-mêmes. Et enfin, ouais, le fait en fait qu'on n'était pas seul, qu'on pouvait en discuter, ouais. Ça a normalisé ça. Vous savez que c'était absolument pas normal. C'était pas la conversation du dimanche à avoir avec n'importe qui. Mais ouais, ça l'a normalisé en fait. Ok. Ça a fait tomber les tabous en fait. Yes. C'est ça que je trouve ça assez... c'est ça que je trouve ça. Je suis en lettres. C'est ça que je trouve assez impressionnant et que j'adore cet épisode qu'on est en train de faire. C'est genre que ton éducation est quand même remplie de tabous et on a voulu te les imposer et tu as déconstruit tellement de tabous. Enfin, t'es beaucoup plus décomplexée par rapport à la sexualité que moi, tu vois. Et ça, c'est un truc qui choque pas mal les gens. Non, mais au début, j'étais en mode... J'étais pas choquée, j'étais en mode... Waouh, mais t'as trop de choses à m'apprendre. Genre, t'as trop de fanfiction à me faire découvrir. T'as le côté pente de Twitter. Non. What the fuck. Ça, c'était trop mignon, mais en général, les gens... Enfin, des fois, je sors des trucs qui sont tout à fait normaux pour moi, genre des blagues de cul très obscures. Et les gens me regardent, ils sont là, Fatima. Qui es-tu? Je te pensais pure. Alors, je t'explique, mon niveau de pureté... Mais c'est ça qui est genre passionnant, genre c'est le côté un peu paradoxal ou le côté plutôt, j'ai mis des guillemets pour l'audio guide,
à paradoxal, mais le côté, ouais, il y a cette image, il y a ce que vous pensez, et il y a ma vie en fait. Réalité. Si on veut rester sur Twitter, quelle place a Twitter pour toi du coup, en plus du porno? Parce que tu disais que tu avais 3 comptes, donc il y a le côté porno, et quelle Alors, place? Twitter, relation malsaine obsessive. Non, Relation sérieusement. abusive avec Twitter. Qui est le pervers narcissique? Je crois que c'est moi la masochiste. Je pense que je passe beaucoup trop de temps sur Twitter. Mais mis à part ça, j'aime beaucoup trop Twitter. Pourquoi du coup? C'est un truc où je passe beaucoup de temps. Où, en fait, je sais vraiment pas pourquoi j'aime Twitter. Au début, je comprenais pas. Je comprenais vraiment pas comment ça marchait. Et je l'ai installé parce que la personne qui écrivait mes fanfictions préférées à l'époque était beaucoup dessus. Du coup, moi, grosse fan, je voulais la suivre et en savoir plus sur cette personne-là. Et c'est pour ça que j'ai installé Twitter à l'époque. J'y suis restée quelques temps, je comprenais pas comment ça marchait, ça me frustrait. J'ai oublié que j'avais ce compte. Et puis j'ai rencontré une de mes amies au lycée qui, elle, y passait beaucoup de temps parce qu'elle était dans un fandom et qui était très active. Et du coup, je me suis remise sur Twitter, j'ai suivi les bonnes personnes, etc. Et là, Twitter, c'est un gouffre sans fond de ressources quand t'es fan, et notamment fan de K-pop, parce que sur Twitter, les fans de K-pop sont extrêmement actifs. Et du coup, c'est une source de divertissement, d'opinions auxquelles je ne pense pas forcément. Et moi, j'aime beaucoup lire les opinions des autres, ça m'apprend beaucoup. Par exemple, hier soir, on est allé voir Captain Marvel avec une amie. En rentrant, la première chose que j'ai fait, c'est taper Captain Marvel sur Twitter et Tumblr et regarder ce que ça en disait. Du coup, oui, divertissement, opinion, parce que j'ai assez de mal à me forger moi une opinion de quoi que ce soit. Du coup, j'aime bien lire les opinions des autres. Je sais pas, juste ça. Il y a des trucs drôles, beaucoup de trucs drôles. Il y a beaucoup de... Maintenant, je commence à suivre des fan-artistes. Du coup, il y a des dessins magnifiques. Ce qui m'intéresse maintenant que je me suis remise au dessin. Enfin, juste plein de choses. Absolument tout ce que tu veux, en fait. Tu peux construire ton Twitter tellement comme tu veux que c'est cool. Ça a l'air d'être source de beaucoup de choses, genre source d'inspiration, source de réflexion aussi, en plus du divertissement, et ça, c'est chouette. Mais pourquoi tu dis que tu as du mal à te forger une opinion toute seule? Je sais. C'est un truc que je sais pas, mais je sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Ouais. C'est un fait sur moi. Dans le sens où je suis assez influençable par les opinions des autres, ce qu'ils en pensent, etc. Et ça vient aussi du fait que j'ai du mal à m'exprimer, à exprimer clairement ce que je pense. Genre là, je suis en train de faire une interview où je parle beaucoup, ce qui est assez astonishing pour moi. Parce que je suis plutôt une personne d'écrit que d'oral. Et tu le fais très bien, au passage. Merci. Du coup, lire les mots des autres, ça me permet de mettre des mots sur ce que je pense moi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Lire ce que disent les autres permet de mettre des mots clairs sur ce que j'en pense. Des fois, je lis des trucs et je suis là, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça qui... Je comprends exactement ça, dans le sens où... Moi, ça le fait. Il y a une nuance, mais ça m'en se rapproche beaucoup. Et ma nuance, c'est que je réfléchis d'abord avec mes émotions. C'est-à-dire que c'est pas de la réflexion, du coup. Genre, je réagis à un truc, et après, je me dis pourquoi je réagis comme ça, quelle est la pensée derrière. Et je me nourris, du coup, des gens autour de moi et de ce que je peux lire pour me dire ah, ok, c'est ça, en fait, la pensée, et c'est ça que j'exprime. Parce que sinon, ça me demande vraiment énormément d'efforts de comprendre ce que je veux vraiment exprimer et ce qu'il y a vraiment derrière, en fait. Genre parce que tout m'indigne et tout m'énerve. Donc à
chaque fois que je lis des trucs, je suis vénère, mais genre, il faut mettre de la pensée sur ça. Parce que sinon, juste, tu t'énerves dans le vide au bout d'un moment. Et vraiment, le féminisme a sauvé ma vie parce que grâce au fait de lire des gens qui ont des combats, je me suis dit, ah, yes, mes émotions vont servir à quelque chose. Ok, trop Je vais pouvoir le ranger derrière quelque chose. Donc du coup, je comprends vraiment le truc de... Mais je pense que c'est normal. Après, c'est plus ou moins selon les personnes. Mais je comprends vraiment le truc de... Je sais pas trop ce que je pense et c'est la pensée des autres qui va me nourrir. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir plein de pensées différentes et de pouvoir du coup... Et là, c'est là que ta réflexion intervient. Puisque tu choisis la pensée qui correspond le plus. Pour quoi. réussir à trier aussi. C'est ça, c'est là qu'il y a ton esprit critique et ton opinion au final qui s'exprime. Ouais, je me suis égarée parce que ça m'intéresse. Ah oui, là où je voulais en venir avant aussi, c'est du coup, on n'a pas beaucoup parlé de fanfiction, que ce soit sur Twitter ou d'autres sites. On vous mettra dans la description. Ah, trop bonne idée! Moi qui me lance des fleurs. On vous mettra dans la description des fanfictions ou des sites de fanfiction que pourrait conseiller Fatima pour ceux que ça intéresse. Tu vas bosser sur un top. Mais du coup, oui, t'en lis beaucoup. Est-ce que t'en as déjà écrit ou t'as déjà pensé à en écrire? Oui. Du coup, ça nourrit le lycée. C'est au lycée que j'ai beaucoup écrit. J'avais beaucoup de ce qui s'appelle les headcanon, des prompts, que des synonymes, pas de mots en français. Des idées en fait. Ouais. Des idées de fanfiction. Et on avait un truc absolument génial en première. C'est la première qui m'aura le plus marqué du coup. Parce qu'en première, j'avais une amie aussi qui était fan de K-pop et que ça intéressait aussi la fiction, qui m'a beaucoup mis dans la fiction aussi. Enfin, parce que la fiction, ça m'a été fait découvrir. Oula. Une amie m'a fait découvrir la fiction au collège. J'ai un peu laissé tomber. Et puis après, la flamme s'est ravivée quand j'ai rencontré cette personne. Et ensemble, en fait, je m'en souviendrai toute ma vie. On avait un petit rituel. On arrivait en histoire. On s'installait. On ouvrait notre cahier d'histoire. Et moi, j'ouvrais mon carnet de fiction. Et on écrivait en fait en plein cours. J'écoutais d'une oreille et j'écrivais de l'autre partie de mon cerveau. Et on se partageait des ships, des pairings, des couples. On se partageait des idées. On était là, oh, ça c'est génial, ça faut qu'on le fasse. Et on a même écrit une toute petite fiction ensemble. Et voilà. Oui, j'écris des fictions. J'écrivais. J'ai essayé de m'y remettre dans mon processus de il faut que tu fasses des choses qui te font du bien, mais c'est un peu compliqué. J'en ai posté quelques-unes, des petits trucs dont j'ai pas envie de me souvenir. Ouais. Parce que ça fait longtemps et je sais pas ce que ça donne niveau qualité là aujourd'hui. Oh là là. Et c'est quelque chose qui est relié à de très très bons souvenirs, parce que du coup c'était quelque chose dont je pouvais parler avec beaucoup d'excitation et parler de quelque chose que t'aimes, dont t'aimes, et rencontrer de l'excitation en face, c'est trop bien. Ouais. Et c'est aussi relié au fait que, du coup, écrire les fanfictions n'est pas venu tout seul. J'écrivais déjà avant des histoires de moi, parce que le rêve de ma vie, c'est de publier un roman. Au début, c'était pas évident d'écrire des histoires, pas sur mes personnages, mais sur des gens qui existent vraiment, des personnages déjà préconstruits. Mais en fait, c'est super cool. C'est un puits de créativité aussi. Un puits sans fond. Et Ouais. tellement de possibilités. Ah ouais, c'est incroyable. Mais du coup, tu te considères comme créative? Oui, c'est par vague. Faut que la flamme se ravive. Mais quand la flamme est là, je fais des trucs, je suis là, waouh, merci moi. Grave, ok. Et puis là j'ai en face des yeux un dessin peint, c'est de la peinture, c'est ça? Ouais, c'est de l'aquarelle ça. C'est de l'aquarelle, vraiment, c'est très très beau. Je trouve que tu dessines très bien aussi. Merci. Donc j'affirme ta créativité
de façon extérieure. Un avis. Léa a toujours des avis. Mais oui, je voulais aussi te faire un peu parler du projet de master que tu aurais si tu allais en master. Est-ce que tu es d'accord pour en parler? C'est juste c'est le brouillon d'un brouillon, c'est juste une idée. Mais si j'arrive à aller en master d'anglais, du coup, j'aimerais faire mon mémoire sur les fictions. C'est vraiment le seul sujet qui me vient à l'esprit et qui m'intéresserait vraiment beaucoup. Je pense que je prendrais un plaisir énorme à bosser là-dessus théoriquement. Parce que je sais que ça se fait, pas en France, ça se fait pas tellement, mais dans les pays anglo-saxons, il y a quelques universités qui ont déjà bossé dessus et qui ont produit des trucs absolument formidables. Après, du coup, moi, ce serait plutôt les fictions de K-pop. Ça, par contre, c'est assez nouveau. Et ouais, je pense que ce serait... Enfin, est-ce que je réussirais à le faire? Je ne sais pas. Mais ça me rendrait très, 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 très heureuse de pouvoir essayer. Je pense que... Ouais. Il y a tellement... En fait, ça me rend ouf. Sarah m'en avait parlé des études qu'il y avait sur une fanfiction sur Buffy. Ouais. Par rapport au féminisme et par rapport... Oh là 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 là. Par rapport à la représentativité, par rapport à la culture LGBT. Ah En fait, il y a tellement de choses à explorer, tellement d'angles à prendre. La seule chose qui m'inquiète, ça va être de devoir choisir un angle. Ça va être horrible. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tellement de perspectives. Et la réflexion qu'on avait beaucoup avec Sarah, c'est surtout Sarah qui l'a lancée et moi qui suis en mode « Oh mon Dieu !» Sarah sort des idées des fois par rapport aux fictions. Je suis là, mais meuf, non mais écris-le toi, moi je veux lire. Faites-le toutes les deux. Moi je lirai tout et je partagerai. Mais l'idée principale, c'est que dans cette société patriarcale, on étouffe tout ce qui touche au désir des adolescentes et au pouvoir que peuvent avoir les adolescentes et la K-pop, et on méprise ça. Et par exemple, on méprise énormément Twilight et on méprise énormément la K-pop. Et la K-pop, le public de K-pop, c'est beaucoup des jeunes femmes ou des femmes adolescentes, et il y a beaucoup ce truc de l'engouement des adolescentes et le désir possible des adolescentes. Si on mettait un gros tabou dessus et beaucoup de mépris, parce que bon, on est quand même dans une société patriarcale, donc faudrait pas qu'elles aient le droit d'avoir du désir quand même, hein. Et je trouve ça incroyable, parce que du coup, écrire des fanfictions, et il y en a tellement, c'est un peu la forme de rébellion souterraine, la forme de... On est maîtresse de nos désirs en fait, et vous ne voulez pas qu'on les lise, on va les écrire, et on va les écrire nous, pour nous, et je suis en mode... C'est tellement une façon de empouvoirante pour les femmes, tellement un modèle, genre je suis en mode, mais allez-y, écrivez des mémoires sur ça, et moi je vais les partager, je vais les diffuser, Mais je pense qu'on a beaucoup d'études à faire sur ça et beaucoup de remises en question à faire sur pourquoi on méprise ça et qu'est-ce qu'il y a derrière en fait. Qu'est-ce qu'il y a C'est ça, parce que on regarde en surface, mais ça dit beaucoup de nos sociétés. Bref. Je commence à m'écouter parler, il va falloir que j'arrête. Je pense, à part si tu as quelque chose à ajouter, qu'on peut passer à nos 2 dernières questions. Est-ce que tu aurais quelque chose qui te viendrait? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais, on est bien, hein. J'aime beaucoup cette interview. Ok, Fatima, est-ce que tu t'aimes et comment? Est-ce que je m'aime? Je ne sais pas, mais je sais que je ne me déteste plus. Waouh, ouais. Et ça, je trouve que c'est cool. Je m'en suis rendu compte cette année. J'aime cette année. Beaucoup trop de révélations. Je me respecte. Je me respecte en tant que... J'ai appris plein de choses sur moi, sur moi intérieurement. Et du coup, j'apprécie ce que j'ai appris. Je commence à me comprendre. Et plus je me comprendrai, plus je m'apprécierai. Et du coup, le je m'aime, ça va venir. Mais en tout cas, du coup, je commence à m'apprécier intérieurement. Et physiquement, je me respecte.
Il n'y a plus cette haine que j'ai trimballée pendant un bon moment, sans m'en rendre compte. Et, ça vient du fait que... ça vient de autre chose dont j'ai oublié de parler, ou dont j'aurais bien aimé parler, mais du coup ça rejoint bien ça. Le fait que je ne me déteste plus, ça vient du fait que je me suis rendu compte que j'étais aimable. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que ma meilleure amie m'avait fait une déclaration. Et quand elle m'a dit ça, j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai pleuré d'abord pour ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'avais peur de la blesser. Et j'étais pas sûre de pouvoir lui rendre ses sentiments. Mais aussi parce que ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Où je me demandais encore pourquoi est-ce que j'avais pleuré comme ça quand ce jour-là. Donc il y avait de ça, mais il y avait aussi le fait que c'était la réalisation que je suis aimable, que quelqu'un peut tomber amoureux de moi, et c'est quelque chose dont je doutais sans m'en rendre compte. Je savais pas du tout que je pensais ne pas être aimable, mais je le pensais, et c'est pour ça que j'ai eu un joli mental breakdown pendant 3/4 d'heure où j'étais merde, je suis aimable, et ça a aidé au fait que je ne me hais plus. Je suis très touchée. C'est ouf que t'aies compris ça. Ouais, c'est un truc auquel j'ai réfléchi énormément. Parce que oui, je réfléchis à tout ce que je fais après, en mode introspection. Je fais beaucoup d'introspection. Et je veux comprendre mes réactions, etc. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a dérangée pendant longtemps. Parce que je ne comprenais pas ma réaction, pourquoi j'avais autant pleuré. Je crois que c'était la première fois de ma vie que je pleurais autant. Ouais, waouh. Mais c'est tellement intense, enfin ça révèle tellement de... Enfin pour qu'il y ait une coupure aussi nette, ça révèle tellement de comment tu te sentais avant et du... Ouais, quand tu dis mental breakdown, de l'énorme truc qui te tombe sur la tête de... Waouh, what? Quelqu'un m'aime, mais... Et ce sentiment est... C'était... Ça révèle tellement de choses. C'était un truc qui était absolument inconscient. C'était pas... Je me considérais normale, enfin, assez bien dans ma peau, avec mes complexes, etc. Mais ça, par contre, c'était ouf. Waouh. Ouais. Ok. On aurait pu... parce que je viens de me rendre compte qu'on n'a pas parlé du corps. Mais on pourrait, là, rebondir sur ça. Mais en fait, j'ai envie de... Dans cette interview, de garder... ça dans le présent maintenant. J'ai pas envie de te demander pourquoi tu t'aimais pas. Je préfère garder ce truc de t'as compris que tu pouvais être aimé et c'est ouf et t'apprends à te comprendre et ouais. On fera un autre épisode peut-être plus tard sur le corps, mais là je trouve ça trop beau de garder ça comme ça. Donc merci pour cette réponse. Et ma dernière question qui est maintenant qu'on vient de passer, je dirais 1h30, maintenant que tu viens passer 1h30 à te confier, à parler de toi, comment tu te sens? Franchement bien. J'ai la bouche sèche, j'ai soif. Ouais. Mais enfin, dans un environnement bienveillant, des trucs auxquels j'avais déjà réfléchi, ça aide ça. C'est des choses auxquelles j'ai pensé pendant un moment où je savais quel mot mettre dessus. C'est pas désagréable à sortir. Et non, je me sens plutôt bien là. Trop bien. En vrai, c'est la 3e fois que je le dis. J'adore cette interview. Je suis contente. Parce qu'en fait, je savais... En fait, pour moi, l'interview idéale, et c'est bon à savoir si vous voulez que je vous interviewe, c'est vraiment des personnes qui ont déjà réfléchi. En fait, souvent, je compte interviewer des personnes et elles me disent « Est-ce que tu veux le faire maintenant ?» Et je leur dis « Non, pas maintenant, parce qu'en fait, je veux pas interviewer quelqu'un à un moment où il est instable, parce que sinon c'est une thérapie. » Et je l'ai compris au fur et à mesure en faisant mes podcasts que ce que je voulais, c'est... Enfin, l'idéal et ce qui est bien, les bonnes conditions d'interview, c'est d'interviewer quelqu'un qui a déjà réfléchi et qui a déjà parcouru un certain chemin introspectif qui fait que quand je lui parle,
déjà c'est pas douloureux pour la personne parce que moi c'est pas le but. Au début j'étais un peu en mode ah ouais je vais faire pleurer les gens pendant mes interviews, un peu en mode oh là là la psy trop talentueuse, etc. Et là maintenant après j'ai réfléchi et je me suis dit wow t'es pas une psy. Oui. Et les retombées émotionnelles voilà t'as pas à faire ça en fait. Et là du coup cette interview je la trouve incroyable parce que déjà on l'a préparée il y a longtemps. Oui, ça fait un moment qu'elle m'en a parlé, elle m'a laissé le temps de réfléchir, on a parlé des thèmes et oui, enfin, j'en avais besoin, sinon ça aurait pas été possible, je pense. Là c'est ça, je pouvais pas arriver de but en blanc et te dire viens on parle de ça maintenant. Et le fait de l'avoir préparé ça a fait que les émotions ont été fortes à un moment, mais du coup pas enregistré et du coup ça a renforcé notre relation je pense. Et ça permet d'avoir une interview là qui est je trouve très apaisante et qui évoque beaucoup de sujets très intenses mais qui est très apaisante. Et oui, je vais rajouter une question parce que du coup jusqu'à il y a quelques jours, peut-être que tu as décidé il y a quelques semaines, tu voulais faire l'interview, tu étais prête, mais tu voulais être en anonyme, enfin mettre un autre nom. Oui. Et déjà, pourquoi tu voulais être en anonyme avant ? C'est juste, ouais, par peur. Ouais. La peur, la honte. Parce que, honnêtement, je pensais qu'on allait aller plus en profondeur dans les sujets gênants. Ouais. Et c'était pas le cas, en fait. Et du coup, c'était cool. Et pourquoi j'ai décidé de ne pas y aller anonymement. Mais en fait, je suis une personne qui a besoin de réfléchir. Temps de réflexion, temps d'introspection. Et du coup, le temps qui s'est écoulé entre le moment où je lui ai dit d'accord, interview, mais j'ai peur de la faire sous mon prénom, faisons-la anonymement. Et c'est quoi, il y a 3 jours, je lui ai dit que je pouvais la faire pas anonymement. Ben, je me suis rendu compte que ça me dérangeait pas trop, plus trop, de parler de absolument tout ce qu'elle voulait, que qui que ce soit écoute, c'est pas grave. Ouais, juste le temps de digérer et d'être en paix en fait, d'être en paix avec ce que je vais dire et que le fait que des gens entendent. Ouais, c'est vraiment être prête aussi je pense. Et c'est un truc que ouais, je suis en train de comprendre avec toi aussi, qui est qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de temps de préparation parce qu'il faut vraiment être prêt. Enfin, ouais, c'est ton intimité quand même. Oui, après comme tu dis, on va pas en profondeur parce que je m'estime respectueuse et j'essaie de trouver les limites. Oui, et voilà, et le but... Merci. Et le but, c'est vraiment de toujours ne jamais dépasser les limites. Et je pense que déjà, de tout ce qu'on a dit, il y a tellement de matière, je pense, à identification, à réflexion et à en apprendre sur la vie, etc., s'ouvrir l'esprit, qu'il n'y a pas besoin d'aller toucher les limites. Ça, c'est bien. Merci. Donc, merci beaucoup, Fatima, pour cette interview. Merci à toi, c'était un plaisir. C'était vraiment chouette. Et merci à vous qui écoutez. Si vous avez écouté jusque-là, c'est chouette. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer des messages à moi comme à Fatima pour dire quel thème vous parle, si ça vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à manifester votre soutien de quelque façon que ce soit, sur les réseaux ou autre. J'en ai besoin. C'est pour mon ego, c'est pour mon courage. Et parce que ouais, à chaque message, ça me donne vraiment beaucoup de force pour continuer à avoir envie de le faire et à me dire que ça a du sens, pas que pour moi, de faire ces interviews-là et de les partager. Du coup, voilà, merci de m'écouter, de nous écouter. Et à bientôt sur Intimité Partagée. Prenez soin de vous et profitez du soleil, il y en a plein qui arrivent. Bisous!